Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, auteur avec Nelly de Bonjour Keto et du grand livre d'alimentation cétogène, et moi-même en cétose nutritionnelle depuis 2013 de façon ininterrompue. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Martial, que j'ai eu la chance de rencontrer à Strasbourg lors d'une conférence, un petit salon bio pour présenter notre livre, et on a pu un peu discuter sur place. C'était en 2018, 2019 En 2018, 2018 ouais. 2018. Donc, je suis très heureux de te recevoir. Merci pour ton temps et ce que tu vas partager avec nous. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, Martial? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ton invitation, c'était un réel plaisir. Donc Martial Ruche, j'ai 52 ans. Ça fait pas mal de temps que je me documente déjà sur les régimes, effectivement. Euh, J'habite en Alsace, hein, près de Colmar, entre Strasbourg et Colmar. Et ça fait disons, pour faire simple, étant étudiant, j'étais toujours maigre en fait. J'avais pas de problème de poids. Et j'ai arrêté de fumer et j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à me documenter. Tu avais pas mal de livres qui sortaient sur l'index glycémique, sur ce genre de choses. Tu avais le régime paléo. Et j'ai testé. J'ai pris des notes en fait, hein. J'ai commencé le Vas-y, paléo en vas-y, je t'en prie. 2014. J'avais 121 kilos en 2014. J'ai commencé le Mhm. paléo. Et en fait, ça n'a pas donné grand-chose en fait, hein. Quand tu manges des glucides mais que tu mets pas de limite, enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas fonctionné. Je suis passé en 2018 en cétogène. Là, j'avais atteint Mhm. 134,5 kg. À chaque fois, je me disais à un moment donné, 125, 130, il faut que j'arrête, il faut que je fasse quelque chose. Là, je suis à 134,5 kg. Je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir 135 kg. Et c'est là que que je t'ai rencontré, en fait, hein. Ton premier livre, effectivement. Kickstarter, après le financement de ton site, et la conférence que tu as fait en 2018 à Strasbourg. Là, je venais juste de commencer le cétogène, en fait. Et là, ça a bien marché, effectivement. C'était, tes explications étaient très claires, en fait, et puis je ne veux pas dire que c'était facile, effectivement. Au début, en fait, j'étais à presque 135 kilos, je pense que clairement, j'étais prédiabétique. C'est-à-dire Mhm. encore quelques années, et j'avais de temps en temps des migraines, en fait. Je me levais, j'avais des vertiges, ce genre de choses. Et j'avais peur de passer en cétose, parce qu'on parlait de la grippe. La grippe cétogène. Ouais. Voilà, et donc je me gavais de sel parce que j'avais tellement peur d'avoir les symptômes, d'avoir un malaise ou quoi que ce soit, mais finalement, ça s'est très bien passé, en fait. Alors, ça a mis quelques semaines, effectivement, je pense, avant d'être bien. Plusieurs fois, j'avais la laine d'acétone, tu sais, la laine qui sent. Ça repartait, ça revenait. Mais on va dire, au bout d'un mois, je pense que j'étais en cétose. Il y avait beaucoup moins de couleurs sur les bandelettes urinaires pour tester les corps cétoniques, en fait. Et donc, ça, c'était en 2018. En avril 2018. En mai 2018, sur tes conseils aussi, j'arrête l'alcool. Ah, oui, Ça, c'était d'accord. important. Et suite à un de tes articles, effectivement, j'avais des habitudes, disons, j'avais arrêté bien sûr la bière, tout ce qui était avec des glucides. J'étais plutôt sur sur du whisky ou sur du vin. C'est pas que je buvais beaucoup, mais j'étais à un ou deux verres tous les jours, en fait. Et pendant le week-end, ça peut être 3-4 verres. Voilà, c'était des habitudes. Finalement, j'ai réussi sans trop de problème à arrêter, effectivement. Une fois qu'on est motivé, une fois qu'on se dit que voilà, il faut faire quelque chose pour sa santé. Comme j'étais parti sur le cétogène, je me suis dit il faut aussi que j'arrête l'alcool. Donc ça, c'était une bonne chose aussi. Et en mai 2018, attends voir, en un mois et demi, j'avais déjà perdu 10 kg en fait. Bon, ça c'était la flotte, tout ça, il y a beaucoup de choses 2 qui kg et demi, c'est de l'eau. Après, c'est quand même du gras, hein. Ça a bien commencé en tout cas. Après, à Mm. 135 kilos, forcément, il y a beaucoup de choses qui devaient partir, quoi. 121 cm de tour de taille, je prenais aussi un mètre pour mesurer le tour de taille parce que j'étais vraiment, c'était impressionnant. Et je suis arrivé à moins 23,4 en février 2020, en fait. OK. Après, en mars 2021, je suis passé en carnivore.
Je m'étais abonné à des sites, ouais, des forums Facebook qui parlaient du carnivore, Jordan Peterson, Michael Peterson, tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vrai que je mangeais déjà pas tellement de légumes, en fait. Je n'ai jamais été vraiment fan des légumes. Et puis, pour moi, c'était plutôt, je cherchais quelque chose de facile à faire, en fait. Les recettes de Nelly sont vraiment excellentes, mais au quotidien, la semaine ou même le week-end, disons, je ne mange pas si varié que ça. Et je cherchais des choses faciles à faire, qui me plaisent. Et la viande les œufs, les abats, tout ça, c'était très bien pour moi. C'est ce qui fait le Et grand succès du régime carnivore, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir. Tu prends des morceaux de viande jusqu'à satiété, terminé. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont en régime cétogène avec les années arrivent sur un régime carnivore spontanément sans forcément le vouloir parce que c'est là où ils trouvent les nutriments et puis c'est facile. Voilà. Et franchement, ça a été un régime assez facile à faire. Maintenant, ça fait 5 ans et demi que je suis en cétose et je conçois bien sûr le carnivore dans le régime cétogène. J'ai vu des gens Bien sûr. arriver en cétose et se dire je vais faire carnivore, ou certains, je vais encore mettre du miel ou machin. Enfin, c'est pas du carnivore, quoi. C'est pas du C'est clair. cétogène en tout cas. C'est clair. C'est même plus Euh, carnivore non plus, ouais, honnêtement. ouais, c'est ça. Mais disons, le si maintenant on fait juste un petit aparté par rapport aux tentations, est-ce que j'ai été tenté d'arrêter le régime à un moment donné parce que je tenais plus, etc. Parce que 5 ans et demi, c'est quand même une certaine durée. Il peut arriver des moments, des périodes où c'est plus compliqué. Ou des occasions, des mariages, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est souvent les occasions qui font. Mm. Et au quotidien, quand je suis à la maison, c'est la routine, en fait, on va dire. Après, je vais régulièrement au restaurant. Et là, c'est sûr que si je mange autre chose, ça va être, je reste dans le cétogène en fait. Je vais prendre des salades par exemple, ce genre de choses, mais je reste en cétogène. Et quand tu es en carnivore, c'est vrai que le régime cétogène a vraiment un choix impressionnant de choses à manger en fait, hein. Et donc j'aime bien dire que je suis à 80% carnivore, même si au quotidien je suis à 90-95%, mais il y a des fois où je suis peut-être c'est arrivé à des journées à 60, tu vois. Les quelques fois où j'ai mangé des choses qui n'étaient pas ni carnivores ni cétogènes, effectivement, je pense que j'ai de la chance, disons, à chaque fois que j'avais une envie, disons, ça a pu se résoudre rapidement, en fait. Plutôt que de rester frustré et me dire non, je vais pas. Chaque fois, je prenais, disons, au début, il y a les frites qui passaient, les enfants, je prenais une frite, deux frites, trois frites, mais je m'arrêtais là. Et après, finalement, ce goût m'a plus donné envie. Question, si je vois maintenant des frites ou des pâtes ou du riz, vraiment c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Et il y a vraiment, je pense, aucun risque que je craque pour ça. Mm. Tu te vis sans frustration en fait. Oui, sans aucune frustration. Mm. Après, c'est assez marrant parce que bon, les enfants, j'essaie qu'ils ne soient pas trop axés sur le sucré. Et à Halloween, par exemple, il y avait la table remplie d'une montagne de bonbons. Et heureusement, ils n'en mangent pas tellement, donc finalement, on finit par les jeter et tout, mais on les garde un peu comme un trophée sur la table quelque temps, et je peux rester à côté. Ah, et le chat qui ramène une souris. Et tu ressors, toi. Bon, c'est ça qui va ressortir. Non, tu sors. Et, et en fait, c'est assez marrant parce que je peux rester pendant plusieurs jours, je vois ces bonbons, à aucun moment je vais me dire je vais en manger, c'est quelque chose qui ne m'attire pas. Sauf cet été, c'est assez marrant. Alors cet été, j'étais en vacances. Et ça fait d'habitude, je mets une semaine à me détendre, une semaine je suis en vacances, et la troisième semaine, je commence déjà un nouveau boulot. Là, dès les premiers jours, en fait, j'étais à Saint-Raphaël, on était dans un club de vacances, déconnecté, vraiment, c'était des vacances, je ne pensais plus au boulot, j'étais vraiment zen et tout. Et je sais pas, il y avait comme si c'était un peu cette liberté, ce côté, je suis en vacances, tout est permis, etc. Et tout d'un coup, je voyais des bonbons, ah tiens, je mangerais bien un bonbon. Alors que ça met pendant presque 5 ans, ouais, j'avais pas eu ça. Le soir, il y avait des spectacles, alors tu sortais, tu rentrais qu'à minuit, les enfants prenaient une glace. Et ben je me prenais une glace yaourt, une glace vanille, une boule, mais quelque chose que j'aurais jamais fait avant, quoi. Et je fais ça pendant une semaine, tu vois. Bon. Mais finalement, sur la journée, c'était pas grand-chose. Je pense pas avoir dépassé les 50 grammes de glucides par jour, en fait, dans Mm. ce cas-là. Donc les risques Mm. étaient. Mais c'est marrant, c'était pendant les vacances, j'ai eu ça. Et depuis, j'ai plus eu ça. Donc, je peux m'estimer heureux, effectivement. Je pense que pour pas avoir de frustration, s'il y a un truc qui nous tente, il faut peut-être le faire, le prendre,
et c'est plutôt si on a envie par la suite d'en prendre qu'il y a un problème. Mais sur le moment, souvent, quand on n'a plus de bec sucré, Hmm. quand tu n'as plus cette appétence pour le sucre, j'ai une fois pris un Smarties, mais j'ai recraché, ça brûlait la bouche, la langue, c'était horrible. Comment j'ai pu manger, je prenais des Smarties comme ça, tu sais, j'en prenais plein en bouche. Alors que là, j'en ai pris qu'un seul, mais ça me brûlait la langue, c'est horriblement sucré, ça devrait être interdit, ces trucs-là. Je parle même pas des fraises Tagada ou mais c'est une horreur. Par contre, j'ai pris une fois un croco, c'est les crocos Haribo. Là, tu sentais pas trop le sucre et j'en ai mangé 3. Mais après, heureusement, Ouais, oui, ça dépend. On peut faire on peut parfaitement faire des bonbons à la gélatineux sans sucre, hein, ou même ou avec un édulcorant aussi, hein. Mmh. Il y en a qui sont plus ou moins sucrés, mais techniquement, il n'y a rien qui empêche de les fabriquer, hein. Donc, l'avantage, ouais, depuis 5 ans et demi, donc en cétose, et je pense l'interrompu, ou à quelques peut-être petites exceptions, mais voilà, Hmm. il n'y a pas trop de Et tentation. à la base, avant de passer en keto, tu te sentais plutôt salé ou sucré? Ah, j'étais quand même un bec sucré, hein. Ah, Je ok. pouvais manger des quantités. C'est c'est vrai que je faisais, à un moment donné, j'étais beaucoup sur des jeux vidéo sur ordinateur. Je passais les après, mais paquet de BN à côté, à grignoter, je peux manger tout le paquet. Et j'aimais bien grignoter, c'était beaucoup de choses sucrées, quoi. Ok. Donc, ça a été le vrai challenge quand tu as commencé en 2018, c'est éventuellement te dire je fais des desserts, je fais des choses qui sont un peu sucrées de façon transitoire, parce que sur 5 Ouais, ans de céto, en fait, il y a une vraie évolution. Tu passes d'une alimentation riche en glucides à un régime cétogène. Donc, tu cherches souvent un pour un peu de pain, un peu de dessert, un peu de gâteau, des marbrés, des choses comme ça, des financiers, pendant un petit temps. Et une fois que ton bec sucré il commence un peu à s'émousser, là, tu commences à les supprimer et tu sais que tu n'en as plus besoin pour 5 ans après arriver sur un régime carnivore complet. bah ça, c'est grâce à ton conseil aussi sur la stevia que je connaissais pas du tout. Stevia, 0 calories, un sucre non assimilable, Ouais, c'est c'est une bien, belle quoi. béquille le temps de la transition. Oui. Il y a Après, des gens qui sont effectivement, incapables, par exemple, de boire un café ou de manger un yaourt sans ça. Eh ben, moi, c'est une bonne béquille pendant plusieurs mois d'utiliser ça et après pouvoir s'en passer. bah, je t'avouerai que j'utilise encore la stevia uniquement pour le café. Le café, Voilà. peut-être que j'arrête le café, effectivement, mais le café, je trouve ça imbuvable sans sucre, et donc je mets un petit chouïa de stevia dedans. Mhm. Mais bon, voilà, non, la stevia, c'est vraiment très bien. Mais après, effectivement, il vaut mieux supprimer tout ce qui est sucré pour vraiment changer le goût. Au début, je me rappelle, parfois le samedi après-midi, avant de faire les courses, je passais par un petit magasin bio qu'on a près de chez nous. Et je prenais du chocolat 100%, Mhm. avec certains choix. Donc tu trouves vraiment beaucoup de chocolat 100%, même non bio. Bon, il faut bien vérifier derrière les glucides, mais bon, tu as eu 80, 85, 90, mais en fait, quand tu as bu le bec sucré, tu prends un chocolat 70%, tu vas sentir le sucre qui prend le dessus, c'est assez fou, alors qu'avant, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et, et je prenais mince, le yaourt fermenté, tu sais, là, Kéfir? le kéfir de lait Ouais. bio, ouais. Je prenais du kéfir. Bon, c'est très dur d'en trouver cru, hein, ça, Ben, la malheureusement. seule solution, c'est de le faire à la maison. En France, Ouais. c'est quasiment obligatoire. Et donc, je me rappelle, je prenais ma bouteille de kéfir et ma tablette de chocolat 100%. Et dans la voiture, avant de rejoindre les enfants et tout, bah, je me prenais une barre de chocolat 100%, mon kéfir. Au début, c'était horrible. Et ce goût de chocolat 100%, je l'avais toute l'après-midi. C'était vraiment amer, c'était horrible. Et ce goût, j'arrivais pas à le faire partir. Alors qu'après, c'est un réel plaisir. Et je me dis, mais comment on peut se contenter d'avoir des goûts sucrés qui est toujours pareil, alors que là, on a des nuances vraiment incroyables. Un chocolat 100% et un kéfir de lait, c'est au niveau Ben oui. gustatif, Et c'est ça, en fait, tout le problème, c'est que le sucre masque, je vais être vulgaire, je suis désolé, mais toute la merde. Tu vois, quand tu prends un café, par exemple, et que tu mets une tonne de sucre dedans, bah, même si tu as un mauvais café, ça se boit. Bon. Par contre, quand tu prends, moi je prenais aussi comme toi du sucre dans le café. Quand je suis passé en keto, j'ai arrêté. Et là, j'ai compris en fait qu'il fallait faire très attention à la sélection de son café et qu'il y avait une différence entre un bon café et un mauvais café. Et ça, tu te rends compte quand il n'y a plus de sucre. Et il se passe la même chose dans le chocolat. Tu vois, je dis souvent que le Lindt 99 est très mauvais au goût. Vous allez peut-être commencer par ça, mais il est mauvais, il est amer, il n'est pas bon. Par contre, vous allez découvrir des 100% généralement de chocolatiers, de petits chocolatiers qui font eux-mêmes leur torréfaction, etc. Et là, vous allez voir de vraies différences entre des chocolats 100% et des choses qui sont amères, des choses qui sont très douces, selon les provenances de fèves. Et du coup, on devient un vrai amateur de chocolat avec le 100%. On ne peut plus tolérer le mauvais chocolat. Ah oui, mais il y a des 100% qui ont vraiment très peu d'amertume, hein, beaucoup moins que le 70% ligne, en fait, c'est juste incroyable, hein, Alors, on a fait découvrir un peu à tout le monde
grâce à une Chocolat Robert. relation, la chocolaterie Robert de Madagascar, qui est pour moi un des meilleurs. On l'avait vraiment testé face au moins une vingtaine à l'époque en France de 100%. Et on a quasiment affaire à 80% en termes d'amertume. Il y a beaucoup de douceur, etc. Alors que c'est un vrai 100%. Ouais, je commandais souvent le paquet d'1 kilo, en fait. Voilà, qui a un Et excellent rapport qualité-prix. ah Mm. ouais, incroyable. De 2 euros, 2 euros les 100 grammes à peu près. Ouais. Bah oui. Ouais. Donc, et ça nécessite en fait de la formation, de la confiance. On redécouvre de nouveaux aliments. Dans le temps, on boit pas son café sans sucre. Puis tout d'un coup, une simple tomate cerise à l'apéritif, on se dit, waouh, c'est tellement c'est sucré au bout de 6 ou 8 mois de régime cétogène. On s'aperçoit qu'une carotte peut avoir un goût sucré parce que là, on Ouais, redécouvre vraiment le niveau de sucre des aliments. Alors ouais, qu'avant un régime cétogène, eh ben, notre palais est tellement saturé de sucre qu'on le voit nulle part. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les industriels, ils gavent de sucre tous les aliments. Tu prends un simple pot de ketchup industriel, la moitié c'est de la tomate, l'autre moitié c'est ouais, du sucre. Les gens s'en rendent pas compte parce que retrouver, si tu donnes un ketchup uniquement avec de la sauce tomate à quelqu'un qui est en régime riche en glucides, il va trouver ça fade, il va pas aimer. Alors que c'est le sucre qui va remonter tout ça. ouais, Alors quand tout à on est en fait. keto, finalement, on retrouve le goût sucré naturel des choses. Notre palais, nos goûts s'habituent à peu de sucre. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Exactement. Ouais. Comment ça t'as commencé ton régime cétogène du coup? Tu l'as commencé vraiment de façon radicale ou tu t'es dit petit à petit je vais retirer des aliments comment Bah, t'as fait? longtemps, j'ai lu, je me suis documenté, je suis pas un rapide, disons, de ce côté-là, donc j'ai pris mon temps, effectivement, et puis à un moment donné, je me suis lancé, en fait. Hein. Je savais que j'allais te voir à Strasbourg, c'était le 20 mai 2018, et je me suis dit, je Mhm. peux pas venir si je suis pas en cétose. Donc c'était quoi? C'était le 10 avril 2018, et c'était le 20 mai qu'on s'est vu effectivement. Donc Mhm. j'avais démarré un peu de temps avant. Et je me suis dit, maintenant, il faut, de toute façon, presque 135 kilos, je ne vais pas aller plus loin, c'est clair, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et ça a été du jour au lendemain, effectivement. Et D'accord, j'ai radical. été assez agréablement surpris que j'avais pas cette grippe, c'est tôt que je redoutais tant. Effectivement, on en fait parfois tout un plat. Après, chacun est différent. Hein. Certaines personnes ont parfois, bien sûr, des migraines plus importantes. Moi, ça s'est passé sans souci, en fait. Parce Hein. que tu as fait attention au sel. Ouais. Je C'est t'avouerai que je pars pas le matin de chez moi si j'ai pas pris 2 cuillères à café de sel. Je continue à le faire, en fait. Pour d'accord. moi, je peux ne pas prendre mes vitamines une journée parce que j'en ai assez dans la viande et tout. Je continue quand même à prendre mes vitamines. Ça, c'est un peu mes habitudes que j'avais commencé il y a pas mal de temps. Mais le sel, effectivement, le matin, à jeun, je prends 2 cuillères à café de sel et je me dis que je suis pareil pour la journée. Même si je ne mange pas de la journée, j'ai au moins mon sel, en fait. Maintenant, on va peut-être rentrer un peu dans les détails de ton régime. Donc, au début 2018, tu es sur un régime cétogène standard, entre guillemets, avec légumes, viande, produits laitiers, des œufs. Et puis, petit à petit, donc, déjà à ce moment-là, tu es tout seul à la maison à le faire ou il y a ta conjointe, tes enfants, comment ça se passe déjà? Non, excuse-moi, je suis tout seul, effectivement. Euh, mon épouse a un petit peu commencé, effectivement, mais elle a pas tenu longtemps. Les enfants sont fans de pâtes, de frites, de tout ça. Alors, j'essaye un peu de leur enseigner, ce qui n'est pas bon. Dès qu'ils mangent des trucs sucrés, je leur dis ne prends pas, etc. Heureusement, c'est pas trop des becs sucrés, mais disons, bon, question pâtes, ils en mangent. L'amidon, ouais, Voilà. ouais. Et en fait, on a fait quelque chose de très, très simple, en fait. Hein. C'est souvent, mon épouse fait à manger pour elle et pour mes enfants. Et moi, derrière, je prends la poêle, je me sors. En fait, je vais au plus simple. Comme j'aime bien avoir une viande assez grasse, sans forcément trop rajouter de gras, mais je le fais quand même. Je prends la viande hachée, j'essaie de prendre la viande hachée la plus grasse possible. Ça évite d'avoir un morceau, tu as besoin de couper comme un dingue pour avoir ton collagène et tout. Et viande hachée me convient très bien au quotidien, en fait. Après, pour se faire plaisir, c'est vrai que j'aime bien du rump steak, par exemple, un morceau qui est très peu gras, mais qui est très bien facile à manger. Ben alors là, je rajoute effectivement du beurre cru, ce genre de choses. Quoi. Donc là, tu es en régime carnivore de ce type-là à peu près depuis 2020, tu nous as dit, début 2020. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire depuis le mars 2021.
J'avais fait Mhm. 2 ans et demi de régime cétogène et puis, Avec 23 kilos en moins, 25, 23, je ouais, sais plus. voilà, 23,4, ouais. Voilà, 23 kilos en moins, et tu arrives sur le régime carnivore avec l'ambition de continuer à perdre du poids. Alors, j'avais perdu ces 25 kilos, j'étais déjà très content. Pour moi, c'était un peu comme de l'acquis, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Je passe au carnivore parce que les légumes, bah, voilà, finalement, je suis pas trop Mhm. fan. Le carnivore me plaît bien. Pour moi, c'est vraiment c'est de façon intégrée dans le régime cétogène, en fait. Et effectivement, si tu veux, par rapport au cétogène et en passant au carnivore, j'ai un peu focalisé sur le gras, effectivement. Je pense que j'ai augmenté mes quantités de gras, j'ai augmenté mes protéines, ma viande, effectivement. Je pense que j'ai un peu perdu mon point de satiété, en fait. Ce que j'avais, je pense, en Mhm. cétogène, effectivement, bah, alors j'ai mangé, c'est bon, ça me va. Là, j'ai peut-être un peu. En fait, j'ai fait un palier à ce moment-là. Après avoir perdu ces 24 kilos, depuis 2 ans et demi, je suis sur un palier, en fait. Mhm. Euh, c'est un peu dommage parce que je reste en cétose, mais j'ai augmenté les quantités de protéines et surtout de gras, en fait. Et je pense que Ouais. ça, Donc, pour faire simple, tu as augmenté, donc tu es resté sur un régime cétogène, carnivore, donc tu es toujours en cétose, mais tu es sur que des produits carnivores principalement, sauf exception, un peu de chocolat ou un petit truc qui traîne. Et sans le faire exprès, sans bien t'en rendre compte, tu as augmenté la densité énergétique. C'est-à-dire, pour le même volume de nourriture, tu as amené beaucoup plus d'énergie sous forme de lipides. Donc, oui, tu amènes cette énergie sous forme de viande grasse, c'est-à-dire le gras de la viande. Donc, si tu prends du bœuf haché, tu peux acheter du bœuf qui est quasiment dépourvu de gras, très très maigre, ou alors du bœuf qui est très très gras. Donc, tu as déjà les lipides de la viande. Et en plus, toi, tu aimes rajouter du beurre massivement là-dessus, une cinquantaine de grammes par jour. ouais. Voilà. Donc, du coup, et puis les œufs, tu disais 4-5 œufs par jour, c'est Ouais, ça? je mangeais entre 4 et 6 œufs par jour sans problème, 4 et 6 œufs effectivement. par jour. Voilà. Plus un peu de lipides dans le jaune d'œuf, même si tu Et amènes de d'autres l'émental nutriments râpé, et puis, intéressants. Voilà. À la louche, c'est quelque chose comme 200 grammes de lipides par jour, ce qui est certainement trop quand on cherche à perdre du gras. Et donc, du coup, on peut rester dans le même régime que toi en carnivore. Par contre, tu as un levier lipide qu'il faut descendre pour aller chercher la graisse corporelle. Il faut bien comprendre que quand tu manges beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras, ce gras est en circulation dans ta circulation sanguine. Si tu n'es pas en train de faire un marathon en même temps, bah, le corps il se dit ah, chouette, bah, je vais pouvoir le stocker. Et donc, même si, on va en parler après sur le nombre de repas que tu fais par jour, etc., tu as des phases où tu vas déstocker, bah, tu ne déstockes pas suffisamment par rapport à ce que tu as stocké la veille. Et ouais, l'équilibre, en fait, ne se fait pas. ouais, Voilà. tout à Donc, fait. du coup, au niveau de tes repas, comment tu t'organises? Tu fais 3 repas par jour, 2 repas par jour, un repas par jour? Alors, le problème aussi, le deuxième problème, et là, effectivement, c'est la chrononutrition, en fait. Chronobiologie, C'est ouais. Ouais. c'est vrai que le matin, c'est un peu la course-poursuite pour les enfants, pour se préparer, etc. Et le matin, je mange pas. J'ai perdu l'habitude de manger, même en vacances, en fait. Je prends un café et puis je mange pas. Et je mange très léger à midi ou alors si je suis au boulot, j'ai l'habitude de prendre des mini saucissons, de manger ça. Euh, 100 130 grammes ou 200 grammes à peu près de mini saucissons, ce qui est déjà pas mal. Beaucoup de gras aussi. Ouais. Très gras, effectivement. Et après, c'est surtout le soir, vers les 20 h, Ouais. quand les enfants ont mangé, quand ils sont couchés. Ou alors je mange avec eux, mais bon, 19 h30, 20 h, je mange. Et là, j'ai le temps, effectivement. Et là, je me fais souvent plaisir, effectivement. Et j'ai des quantités assez impressionnantes le soir. Et parfois, je me prends encore des yaourts grecs avec du chocolat. Il est parfois Ouais. 22, Ah ouais. 22 heures. Tu vois le problème. Je Ah, prends tu vois, souvent deux. tu te rappelles, tu connais l'adage, il y a un adage, je ne sais plus exactement dans le texte ce qu'il veut dire, mais c'est manger le matin comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Et en fait, c'était un vieil adage et il est clairement vrai. J'ai été comme toi, donc tu sais, il y a des choses que j'ai fait qui étaient des âneries aussi, j'ai pu en faire. Euh, Pendant longtemps, je me déplaçais beaucoup en voiture, 120 000, 150 000 km par an, plus les journées de travail. Donc, du coup, partir à 4 heures du matin, 5 heures du matin, je partais juste avec un café. J'ai fait beaucoup comme toi. Quand je suis passé sur le keto, la plus grande partie de ma perte de poids, je rappelle que moi, j'ai perdu 35 kilos en keto. La plus grande partie, ça devait être autour de 30 kilos en 18 mois d'un coup. Je l'ai fait, j'étais principalement à un endroit où je devais commencer à travailler à 6 heures, donc je partais à 5 heures. Donc, je mangeais à 4 heures du matin. C'est pas optimal, hein. Manger à 4 heures du matin, on n'est pas fait pour non plus. Mais à 4 heures du matin, je prenais ce qui est l'équivalent d'un dîner. Nelly, elle hurlait parce que quand elle se levait le matin, il y avait des odeurs de cuisine et tout.
Voilà. Mais j'ai perdu mon poids de cette manière-là. Le midi, je mangeais rien et je mangeais un petit truc le soir en rentrant à 6 heures, mais 4 fois rien. Donc 90% de mon énergie était prise le matin. Donc clairement, la chronobiologie était vraiment à considérer. On n'est pas fait pour manger le soir. Idéalement, je sais que les Français, les Européens en général, les Portugais, les Espagnols, c'est encore pire, mais il ne faudrait pas manger après 18 heures. Le soir, et idéalement, ça ne devrait pas être le plus gros repas de la journée. Donc faire son plus gros repas de la journée, je dis bien dans un monde idéal. Je sais bien que tout le monde a des problèmes, des enfants, des agendas, etc., des déplacements. Idéalement, la plus grande partie de l'énergie absorbée entre le matin et le midi. Voilà, ça c'est bien. Si tu peux faire même qu'un gros repas le matin, pourquoi pas? Et ça va déjà changer beaucoup de choses. Parce que la digestion va être faite complètement le soir, les protéines seront complètement digérées. Il faut que tu réduises aussi tes apports de lipides. Surtout, je veux dire ce qu'on peut retirer dans des lipides idiots, en fait. Typiquement le beurre. 50 grammes de beurre dans un repas, ça ne sert à rien. On peut le faire quand on est sec, quand on fait du sport, qu'on a besoin d'énergie, pourquoi pas. Mais quand on cherche à perdre du poids, retirer le beurre. Pourquoi pas jouer aussi sur la quantité de gras dans le bœuf, prendre un bœuf un peu moins gras. Le yaourt grec, pourquoi pas, mais tu peux le remplacer par un skyr. Un skyr est beaucoup plus riche en protéines, beaucoup plus bas en lipides. Ouais. Et puis un carré de chocolat noir et pas une tablette, ça peut être l'idée. Mais plutôt tout ça le matin. Et déjà, ce levier lipide que tu vas descendre, ça va te permettre de déstocker ta graisse corporelle et tu seras dans un état métabolique parfaitement adapté à ton repas le matin. Le matin est parfaitement fait pour absorber le maximum de calories. Notre insuline, par exemple, on est beaucoup plus sensible à l'insuline le matin que le soir. Nos protéines seront mieux digérées, mieux utilisées pour synthétiser nos tissus. Tu as un meilleur sommeil parce que tu ne peux pas dormir correctement en continuant à manger ou à boire à 22 heures. Idéalement, gros repas le matin jusqu'au midi, pas grand-chose le soir, voire pas du tout. Dormir tôt, 22 heures, un bon sommeil profond. Tu as une bague au rat, j'ai vu, pour surveiller ton sommeil. Ça te permet de surveiller vraiment la phase de sommeil profond qui est très importante. Et là, je suis persuadé que tu vas décrocher sur ton plateau juste avec ça. Bah, la bagoura, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un outil vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment, autrement, je saurais quelle est les phases de sommeil profond, paradoxal. Et c'est assez impressionnant de voir son score le matin. C'est un réel plaisir quand on a dépassé 85, quand tu as la petite couronne et tout. Mais c'est vrai qu'en mangeant aussi tard le soir, je me rends compte que ça a une influence sur le sommeil. Je m'endors très rapidement, ça j'ai aucun souci, je lis, je vais encore bouquiner, mais je m'endors sans le livre. Mais par contre, je me réveille, il y a souvent 2 phases blanches dans la nuit et il y a des fois où j'ai du mal à me rendormir et j'ai des scores de sommeil actuellement plutôt de 72, de 70 effectivement et c'est loin d'être optimal effectivement et je pense que c'est lié effectivement à ces repas le soir. Ouais, ça c'est vraiment important. Donc je suis persuadé que tu vas vite trouver une solution en gardant ton régime carnivore, mais en l'arbitrant un peu différemment et en respectant la chronobiologie. Je répète que tous les êtres humains sont faits pour un certain type de chronobiologie et des choses, en effet, pour manger à une certaine heure, pour dormir à une autre. Et il n'y a pas d'exception, en fait. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis un petit dormeur, je peux dormir 4 heures par nuit. » Ça, c'est faux. Ils dorment 4 heures par nuit, ils pensent que tout va bien, mais clairement, il y a un déficit. On ne peut pas récupérer une nuit blanche, on ne peut pas récupérer un déficit de sommeil. Les fonctions particulièrement hormonales ne peuvent pas se faire si on n'a pas les 8 heures de sommeil et les bons apports de sommeil, en particulier en sommeil profond, production d'hormones de croissance, production de testostérone, production de mélatonine. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre en les considérant comme des variables d'ajustement de notre vie moderne. C'est nous qui devons nous adapter à notre biologie et pas le contraire. Ouais. Je le dis souvent avec des gens quand ils ont du mal à perdre du poids, partez en vacances, quittez le stress, et il y a un bon sommeil, etc. Et les gens, finalement, ils perdent du poids sans rien faire. 1 ou 2 kilos en 2 semaines, juste parce qu'ils ont changé un peu leur mode de vie, ils respectent plus leur chronobiologie, ils dorment plus. Et c'est pour ça qu'on a des résultats avec pas grand-chose. L'assiette, c'est une chose, mais il y a tout le reste autour, le mode de vie autour qui est important. Bah, tu vois, je savais qu'il y avait un souci effectivement puisque la perte de poids était stoppée, mais j'avais tellement de bienfaits par le régime cétogène que je remettais pas en question le régime cétogène. Tu vois, je veux dire, t'as quand même beaucoup d'avantages en fait d'être en cétose. Ça, c'est quand même des points qu'il faut souligner en fait. Hein. T'as une énergie qui est stable tout au long de la journée. Je vois parfois des collègues qui à midi ont mangé une pizza, l'après-midi ils s'endorment pour le bureau, ils ont du mal et tout. Ouais, alors que moi ça me pose pas de problème en fait, que ça soit le matin ou l'après-midi, c'est la même constance en fait.
Peut-être des C'est migraines aussi qui ont disparu. Tu parlais de migraines tout à l'heure. Ouais, c'est ça, j'en avais avant de passer en cétose et j'en ai plus du tout. Vraiment, c'est plus un souci, en fait, je m'inquiète plus de ce côté-là, en fait. Je pense que j'étais prédiabétique, clairement à l'époque, hein, mais là, j'ai plus ces soucis-là, quoi. Et tu as eu d'autres Heu, bienfaits en plus encore ou ça s'arrête là? ben, c'est effectivement on va dire la clarté, j'aime bien dire la clarté mentale, en rigolant, qu'est-ce que c'était Une avant déjà? stabilité émotionnelle et une stabilité énergétique. Ouais. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Question de concentration, j'ai gagné. Je peux me focaliser beaucoup plus sur un problème, l'analyser beaucoup plus clairement. Enfin, je trouve que je me concentre beaucoup plus facilement sur certains problèmes. Et on tu peux faire, je suis pas un grand sportif, hein. Je veux dire, je vais pas, il y a eu pas mal d'interviews d'ultramarathoniens, tout ça. Je veux dire, moi, je suis loin de tout ça, effectivement. Moi, je fais 20 kilomètres en vélo et j'en parle pendant 2 semaines. Mais disons, là, je fais des travaux dans mon jardin et j'ai coupé, la semaine dernière, 5 mètres linéaires de bambou, en fait. J'ai crapahuté à 4 pattes, à couper et tout. Et j'ai pas calculé, je me suis dit: «Je vais le faire», je me lance et après c'est clair qu'avant, ça aurait été une tâche quand même, très compliquée, alors que là, je me suis pas arrêté tant que j'avais pas fini. J'étais tout couvert de plein de poussière, de machin et tout. Je suis allé prendre ma douche et j'ai bu seulement après, en fait. Et enfin, tu vois, j'avais fait un travail en pleine chaleur pendant presque 3 heures, en fait. Je n'ai même pas pensé à boire, je vais prendre ma douche. Ouais, le lendemain, j'avais un peu mal, mais le jour d'après, c'était déjà passé, en fait. Non, mais ça, A c'est tout après l'avantage du régime cétogène, c'est qu'en fait, je le résume comme ça, on est affranchi de son frigo. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont en permanence tous les 3-4 heures obligés de manger quelque chose, obligés de mmh, une barre, un gâteau, un truc, bon et s'ils ont pas ça, ils s'arrêtent, quoi et le régime cétogène permet vraiment de s'affranchir. Si on a envie de faire une journée complète de jeûne, pas manger parce qu'on n'a pas le mmh. temps ou qu'on prend l'avion ou je ne sais pas quoi et ben, en fait, on n'a pas de fringales, on n'a pas de baisse d'énergie et ça, c'est super agréable. Ouais, ça, c'est vraiment important à souligner, hein. Je peux ne pas prendre donc je prends pas de petit déjeuner le matin, mais je peux très bien sauter le repas à midi et j'arrive au soir et je suis pas du tout enfin, je vais bien manger, disons, mais j'ai passé la journée sans me dire: «Il faut vraiment que je mange quelque chose maintenant», J'ai une fois fait 48 heures de jeûne, en fait. C'était pour tester, en fait, je voulais voir. C'est pas mon but, hein, disons, hein, mais c'est assez étrange de se coucher le soir quand on n'a déjà pas mangé la veille. Mais en fait, les 2 jours sont passés sans problème aussi, en fait, hein, sans baisse Mmh. d'énergie ni rien. Bon, j'ai testé des petites choses comme ça, quoi. Et comment s'est comporté ton entourage, tes amis, ta famille? Ils respectent ton régime, ils font des choses pour toi quand tu te déplaces? C'est toi qui amènes à manger, le dessert en particulier, comment ça se passe? Oh, ben, disons, ils comprennent effectivement. Après, ça fait tellement de temps que je me passionne un peu pour les régimes et j'ai déjà bombardé de tellement d'articles. Alors, à un moment donné, c'était sur le lait, après sur l'index glycémique, sur le paléo. J'ai passé quand même beaucoup de temps à creuser tout ça et puis j'aimais bien partager mes données. Je pense que ça a dû un peu les saouler aussi, mais euh, voilà, disons, mes parents, par exemple, ils ont acheté le premier livre et je leur ai offert le deuxième. Et ça arrive fréquemment que ma mère, quand ils viennent, oui, bonjour Keto, et ça arrive fréquemment que quand ils viennent garder les enfants le mercredi, le soir, ma mère a fait un dessert du livre en fait. Comme une D'accord, recette du livre, c'est vraiment, vraiment sympa. Ils pensent à moi, ouais, effectivement. ouais, Et s'ils font de la pizza pour les enfants, une pizza maison, ils vont faire de la viande pour moi. C'est d'accord. Quand je vais manger chez ma sœur aussi, dans la famille proche, effectivement, ils savent que moi, je prends la viande et pas les accompagnements, voilà. C'est arrivé au début, tout au début, effectivement, ma sœur avait fait une paella. D'habitude, je m'arrange toujours, ouais, je prends la viande, Ah, avec du riz de chou-fleur. mais non, non, là, c'était du riz et j'étais un peu coincé. J'ai quand même un peu mangé, mais je me suis pas resservi. Bon, voilà, c'est comme ça, il y a des Tu moments. as trié les crevettes et le saucisson et tout ça? Ouais, c'est un peu dur, il y a tellement de vianderies que. Mais bon, il y a des situations socialement, parfois, c'est pas évident. Bah, c'est comme l'arrêt d'alcool, hein, il y a des situations où quand tu arrives chez quelqu'un, il te sert un verre, il te tend le verre, ça a toujours été comme ça, il comprend pas pourquoi tu bois pas, et cetera. Alors, si tu veux, tiens, on va faire une parenthèse alcool parce que c'est un sujet intéressant. Tu vois, moi, je suis né dans une famille où étant petit, on m'a tout fait goûter. Donc, tous les vins, et cetera. J'appréciais en tant que boisson, découvrir ça. Je voyais bien la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne.
Mon apéritif préféré, c'était le Marsala à l'époque, tu vois, donc j'aimais déjà. Et puis, j'étais un sportif déjà, mais je luttais déjà contre le poids à cette époque-là. Et je m'intéresse à la littérature scientifique et je comprends vraiment que c'est toxique, en fait, l'alcool. Et en plus, ce qui m'embête, donc à cette époque-là, j'ai 16 ans, 16-17 ans. Ce qui m'embête, en fait, c'est le côté social où j'aime bien reprendre la phrase de Maria Emmerich qui résume ça comme ça. Elle dit l'alcool est la seule drogue qui nécessite une excuse pour pas être prise. C'est vrai. Et concrètement parlant, quand tu regardes toutes les catégorisations de drogues, je parle des drogues dures comme les drogues douces, etc., quand tu regardes le nombre de décès, quand tu regardes le nombre de pathologies qui sont liées directement, etc., l'alcool, c'est une drogue dure. Il faut être clair. Elle est numéro 1 classée dans l'OMS. Il y a énormément de pathologies qui sont liées, le foie gras, et en particulier chez la femme aussi, certains cancers, etc. Donc, je voyais déjà le problème en disant, wow, j'ai décidé de faire attention à ma santé. Et quand je dis non à un verre d'alcool, je suis presque obligé de le justifier ou de m'excuser. Tu vois, ça me plaisait déjà pas. Et puis, ce qui me plaisait pas non plus, c'était de dire, bah, si l'alcool, c'est bon, pourquoi je dois me limiter dans ces cas-là? Moi, je pense qu'une côte de bœuf, c'est bon. Si je veux en manger 3, j'en mange 3, hein, pas de problème. Par contre, je ne peux pas prendre 3 bouteilles de vin, il y a un problème. Donc, il y a ce côté, en fait, c'est bon, mais un peu faux cul, que j'appréciais déjà pas. Et c'est là que j'ai dit stop, mais stop de chez stop. Et quiconque me connaît, en vrai, depuis tout petit, depuis tout jeune, 16-17 ans, avant que je conduise, sait que je ne bois jamais, jamais d'alcool. Bon. Moi, je suis abstinent complet depuis 95 ou 96. Bon. C'est facile. Partant de là, tout le monde sait que je ne bois pas. Moi, au travail, c'est pareil, j'avais des relations avec des hommes. Quand tu vas au restaurant, qu'on est 15, c'est presque 15 tournées obligatoires. Tout le monde savait à l'époque, avant que je sois en keto, c'était un jus d'orange pour moi ou un soda ou je ne sais pas quoi. Mais les gens, ils discutaient même pas, en fait, parce que pour moi, c'était jamais. Et comme c'était jamais, ils n'insistaient même pas. Alors que le gars qui dit de temps en temps un peu oui, un peu non, un peu oui, un peu non, lui, on va tout le temps lui mettre de la pression pour qu'il continue à boire. Voilà. Donc, j'ai trouvé cette position de dire non tout le temps et c'est pas négociable, très facile à vivre. Et elle ne m'a jamais posé de problème, dans le sport, dans le milieu professionnel ou en famille. Mais je comprends la difficulté de dire de temps en temps un petit peu oui, parce que tu as toujours quelqu'un pour venir te pousser ou te remplir ton verre. Et c'est un peu conflictuel, c'est un peu chiant à vivre. Et l'alcool, ça crée des dommages. Hein. Il y avait un film qui m'avait impressionné, c'est Living Las Vegas avec Nicolas Cage, qui était impressionnant. Bon, là, c'était le gars qui voulait se suicider à l'alcool, hein, mais quand tu le vois le matin au réveil, tremblant de partout, il prend son verre, et après ça va à nouveau, et il se tue à l'alcool. C'est une belle prestation d'acteur et ça fait réfléchir. Quoi. Personnellement, ça fait beaucoup de ravages. Et moi, je voyais pas, par rapport à mes connaissances scientifiques, je ne voyais pas d'autre message à dire aux gens de façon honnête, abstinez-vous. On peut s'en passer, on peut faire autrement. On peut emmener d'autres boissons. On peut avoir un côté festif des choses en se passant totalement d'alcool. Je l'ai fait. J'ai jamais vécu la moindre frustration. J'ai jamais vécu. Ouais, tu peux t'amuser en soirée sans avoir pris d'alcool, c'est pas un problème. C'est pas un souci en fait. Hein. L'alcool n'est absolument pas obligatoire en soirée. Voilà, au contraire. Et quand on regarde, tu sais, là-dessus, il y a beaucoup de débats, hein, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'osent pas prendre ouvertement la position que j'ai prise, et ils vont dire avec modération, un petit peu, blablabla. Quand tu commences à regarder vraiment la littérature, et je parle de grandes études qui sont vraiment respectées, ils te disent que le niveau adéquat d'alcool, c'est 0. Alors après, moi, je fais du motocross, je conseille à personne pour sa santé de faire du motocross, hein, c'est pas bon. Hein. Chacun prend ses risques. Hein. Alors, les gens, s'ils ont envie de prendre de l'alcool en sachant pertinemment que c'est délétère pour leur santé, comme moi, je fais du motocross en sachant pertinemment que c'est pas très bon pour ma santé, pas de problème. Mais il faut juste pas raconter des histoires. On peut pas dire aux gens, buvez de l'alcool, même modérément, c'est pas grave. Ou alors, buvez du vin rouge, c'est bon pour le cœur. Quand tu regardes la quantité d'antioxydants qui sont dedans, tu rigoles. C'est des mythes, c'est des légendes. Ça, c'est pour arranger les gens, c'est du marketing. Mais concrètement, scientifiquement parlant, le bon niveau d'alcool, c'est 0. Et c'est encore pire chez la femme. La femme est encore plus sensible à l'alcool, plus fragile. Sur le vin rouge, hein, c'est sûr que beaucoup vont te dire c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, il y a des antioxydants. Le whisky, c'est bon aussi, ça dilate les artères. Je connaissais une personne âgée, son cardiologue lui avait dit de prendre un verre de whisky.
C'est bon C'est un pour ça. vasodilatateur. Ah, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, très bien. Est-ce que tu as pu, à cette occasion de prise de conscience de ta santé, donc tu as réduit radicalement ta quantité de glucides, tu es passé sur un régime carnivore. Est-ce que tu as décidé de faire autre chose? Tu parlais tout à l'heure de suppléments alimentaires, faire attention à ton sommeil, peut-être t'intéresser au bain froid, au sauna ou une autre activité. Qu'est-ce que tu as mis en place en plus? Bah, c'est vrai que quand tu commences à mettre le doigt dedans, ça ne s'arrête jamais, en fait, hein. Il y a tellement de choses, c'est un univers, en fait, hein, et la cétose est juste une partie de tout ça. Alors je suis loin de tout appliquer, de tout faire, mais c'est vrai que j'avais pris le livre de Solalberg, Seyel, en Oui, fait, pour, oui, marcher. encore, quatrième fois cinquième fois qu'on m'en parler. Ah bon? Oui, 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 les vidéos précédentes, j'en ai parlé à chaque fois parce que j'étais je ne touche pas de commission de Solarberg. Alors, je rappelle, cette vidéo est sponsorisée par personne, personne ne me paye, il n'y a pas de produit, il n'y a aucun éditeur qui nous donne de l'argent. Donc, Solarberg a fait un livre sur la foulée médio-pied. C'est une façon de courir, pour moi, intelligente. On ne pose pas le pied avec le talon, mais on pose le pied à plat. Et donc, tu t'es intéressé à cette façon. Ouais, c'est ça, je Ok. faisais encore un peu plus de sport que maintenant, à l'époque. Effectivement, et j'ai changé ma foulée, en fait, et je l'ai fait sans aucun problème. J'avais bassiné pas mal de gens qui couraient pas mal, mais personne ne voulait changer sa foulée malgré, je leur prêtais le bouquin, et cetera. Je leur montrais que mécaniquement, le talon, c'était pas bon et tout, mais bon, personne ne voulait changer. Mais je trouvais ça tellement logique, tellement bien, effectivement. Voilà. Ouais. Et je continue à courir comme ça, bien sûr. J'ai aussi pris le livre de Ken Saxton, Bob, enfin, courir pieds nus, en fait. Et j'ai testé le 24 décembre 2021, le jour de Noël, positif au Covid. Je suis allé dans les champs derrière, pieds nus, j'ai couru 10 km. Bon, c'est la dernière fois que je l'ai fait, j'ai plus refait, mais franchement, c'est génial, quoi. Ouais, bah, C'est, de toute façon, c'est là où on se rend compte qu'on sait pas courir parce qu'à partir du moment où on enlève la chaussure, quelqu'un qui court bien, bah, ça va bien se passer. Quelqu'un qui est talon, qui amène le talon en premier, ça, ah, mais ça là, va mal se passer c'est pieds pas nus, hein. possible. C'est bon, hein. Voilà. Et il y a plein de petits cailloux dans les champs derrière chez moi, donc je courais dans l'herbe, dans les flaques d'eau, et franchement, c'est génial. Même c'était à Noël, bon, il faisait pas super froid, mais c'est franchement des sensations super. Même sur le macadam, c'est sympa. Et dès que tu as un petit caillou, il faut bien plier les genoux, comme c'est écrit dans le livre, et c'est quelque chose de sympa. J'ai malheureusement croisé aucun voisin. Je pensais que c'était le matin de Noël, je me suis dit, ils vont trouver là, c'est qui ce fou qui court pieds nus, mais j'ai croisé personne. C'est étonnant, mais bon, voilà. Alors ça, c'est. Et bien sûr, je prends des chaussures minimalistes, en fait, hein, et c'est vrai que ça paraît tellement logique. Je veux dire, quand tu vois surtout les chaussures de femmes où elles ont le petit doigt de pied qui est tendu là et tout, et après elles ont des oignons, elles se font opérer, machin. Enfin, tu avais fait un article là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu vois les chaussures minimalistes, en fait, t'as vraiment, c'est plus large devant pour laisser la place à tous les doigts de pied. C'est quand même autre chose. J'avais pris les Vibram Five Fingers aussi, mais Mhm. c'était un peu trop galère à enfiler. Il me fallait un temps fou. Je pense que j'avais pas pris assez grand, mais j'ai plusieurs paires de chaussures minimalistes, et dès que j'ai l'occasion, je les mets. Pour toutes les occasions. Là, j'étais à Genève tout le week-end, j'avais ces chaussures-là, c'était génial, un confort pour se promener, c'est bien, quoi. Donc ça, c'est effectivement la- les chaussures minimalistes ou la course sur l'avant du pied. Il y a, alors, en tant que fan de Wim Hof, effectivement, je me suis mis aussi aux douches froides. Alors ça, franchement, c'est génial. Il y a quelqu'un qui a dit, tu veux changer de vie, fais un marathon. Mais moi, j'ai envie de dire, tu veux changer de vie, prends une douche froide, quoi. C'est quand même, ça paraît tout bête, mais il faut le faire, effectivement, Ouais. et c'est facile pour personne, hein, forcément. Et il faut vraiment. J'ai fait ça pendant 8 mois. Toutes les douches, c'était que des douches froides pendant 8 mois. Après, je suis revenu à suivant l'envie, effectivement, donc moins souvent. Mais j'en prends quand même beaucoup moins. Mais pendant ces 8 mois, je prenais tout le temps des douches froides. C'est vrai que quand arrivait le moment de la douche, il fallait vraiment arriver à ne pas y penser, parce que ton cerveau va trouver toutes les excuses pour ne pas le faire. Bon, allez, une fois, tu ne le fais pas, c'est pas grave. Et c'est comme si tu redoutais, comme si ton esprit, ton cerveau redoutait effectivement cette douche froide, alors qu'une fois que tu as passé les 5 premières secondes,
tu trouves, c'est assez fou, mais tu trouves vraiment un bien-être en fait. Le corps s'habitue très rapidement à la température. Au niveau du corps, il y a pas de souci. Le plus dur, c'était le shampoing sur les cheveux. J'avais l'impression que ça gelait le cerveau tellement c'était froid. C'était vraiment horrible, quoi. Mais, en même temps, tu sors de là, donc la douche dure moins longtemps qu'une douche chaude forcément. Tu passes à l'essentiel, mais quand tu sors de là, tu es bien, tu es vraiment bien, tu es prêt à te coucher, dormir, je veux dire, ça fait partie, je pense, d'une vie saine, en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, j'en ai reparlé dans Bonjour Keto, en plus de la Ceto Academy, où j'avais fait un article complet sur Wim Hof, tout ça. Mmh. En fait, le problème, c'est que notre mode de vie moderne, notre confort moderne, nous expose à aucun stress. On a à manger quand on veut, on a à boire quand on veut, on a chaud. Quand il fait chaud l'été, on peut mettre la clim pour avoir frais, etc., etc. C'est thermoneutre. Et l'exposition au froid, en fait, est totalement naturelle chez l'être humain. On est normalement totalement équipé pour ça. Tu vas dans les pays de l'Est, en particulier en Russie, ils n'hésitent pas à moins 30, moins 40 à mettre des bébés dehors, hein, tout simplement parce que le petit bébé, quand il arrive au monde, il est équipé d'une graisse particulière qui s'appelle la graisse brune. Et le rôle de cette graisse, en fait, c'est consommer de l'énergie pour faire du chaud. C'est elle qui te permet de te tenir en vie. Et notre environnement thermoneutre, donc il ne nécessite aucun effort de notre part pour réguler notre température, fait qu'on perd cette graisse brune. Mais cette graisse brune, elle est très importante dans le métabolisme. Quelqu'un qui va avoir, qui va faire ce qu'il faut pour ramener de la graisse brune sur son corps, c'est-à-dire prendre de la graisse blanche qui va devenir beige, la vasculariser et faire tout ce qu'il faut pour ramener de la graisse brune, c'est l'équivalent de 3 à 400 kilocalories d'énergie brûlée par jour, hein, en faisant rien. Donc les gens qui cherchent à perdre du poids, ils ont tout intérêt à ramener de la graisse brune sur eux. L'exposition au froid est une méthode. Il y en a d'autres. Il y a des molécules aussi qui aident. À la mélatonine, par exemple, aide particulièrement au brunissement de la graisse. Tu vois, par exemple, un exemple simple, hein. Quand tu as un cancer métastasé, on injecte un produit de contraste spécifique, c'est un sucre qui va aller sur les métastases parce que le cancer, c'est un aspirateur à sucre. Eh bien, si on fait ça à quelqu'un qui n'a pas de cancer, mais qui a beaucoup de graisse brune, ben, à l'imagerie médicale, c'est la même chose. On peut croire qu'il est métastasé. Mmh mh. Parce que ce sucre, il va aller sur la graisse brune. C'est vraiment un aspirateur. Et donc, clairement, quelqu'un qui veut perdre du poids, il a tout intérêt à faire une stratégie pour ramener de la graisse brune et brûler de l'énergie grâce à ça. C'est un puits à énergie. Mmh. Très important. D'ailleurs, ce week-end, j'étais à Genève et on était au bord du lac Léman et je me suis baigné dans le lac Léman. Enfin là, on était à Thonon-les-Bains et il y avait une dizaine de retraités qui font ça, je pense, habituellement, qui avaient les bonnets, les lunettes et tout. Et puis je me suis joint à eux, on a nagé ensemble là, sur le lac Léman et tout. Et mon fils s'est baigné aussi. Alors, moi, je trouve qu'elle était franchement bonne. Mais beaucoup de gens disaient non, mais Tu trop connais la froid. température, non? Non, justement, on est passé, on s'arrêtait, on a nagé, mais moi, je trouve qu'elle était pas froide, franchement. Alors, c'est peut-être le fait d'être habitué au froid, mais bon, peut-être 18 degrés, je sais pas, mais 19. Ouais. Bon, c'était une belle journée ensoleillée. Tu sortais de l'eau, tu te laissais sécher au soleil, il n'y avait pas de vent. C'était vraiment des conditions Ouais. excellentes. Non, mais ce point de stress par rapport au froid, pareil, il y a eu des études qui ont été faites avec ne serait-ce que baisser la température dans sa chambre la nuit ou un peu Mmh. l'été au printemps ou laisser ouvert la fenêtre. Donc, ça va descendre à 16, 15, 14, 13 degrés. On a un bienfait sur la graisse brune. On a une perte de poids accélérée juste avec ça. C'est-à-dire clairement, l'être humain est fait pour être exposé au froid. Il y a une dépense énergétique normale chez l'être humain. Et aujourd'hui, notre environnement moderne nous empêche de faire ça. Ouais, c'est sûr. Alors, tu parles Et aussi de compléments alimentaires. Tu prends des suppléments et tu prenais même des oui, suppléments avant de passer en keto. ouais, c'est quand j'ai arrêté de fumer, moi j'ai toujours été très bouquin en fait. Et ce qui m'a permis d'arrêter de fumer, c'était un bouquin qui parlait de tous les méfaits de la cigarette. Quand tu lis ce bouquin, c'est clair que tu es super motivé pour arrêter de fumer. Ce qui m'a aussi fait arrêter, c'est qu'il y avait une vitamine, je sais plus si c'est la lutéine ou quoi, en fait, qui est pas compatible. Quand tu fumes, c'est très dangereux, ça peut être cancérigène, en fait. Et donc, il faut vraiment que j'arrête la cigarette parce que je veux prendre des vitamines et tout. Et alors, au début, je prenais des juvamines, des trucs comme ça. Après, j'ai commencé à approfondir un peu et j'ai dépensé pas mal d'argent en vitamines déjà à l'époque. J'étais vraiment intéressé par tout ce qui était santé, en fait. Et pour moi, les compléments alimentaires, c'était important.
J'étais sur le site de Linus Pauling, la vitamine C, je prenais 2 grammes par jour. J'ai même acheté un truc de pêcheur, c'était la poudre de vitamine C d'un kilo que je dosais. Enfin, bon. Mais je suis passé par Pharmanex à un moment donné qui faisait des complexes multivitaminés. Bien sûr, je suis arrivé sur les oméga 3. Sur la vitamine D, c'était un peu plus tard, effectivement. Il y avait le magnésium et le potassium, c'était vraiment grâce à toi, effectivement. Tu parlais des ratios magnésium-potassium. J'ai mis longtemps avant d'en prendre. Et c'est vrai que tes conseils sur Now, en fait, sur les complémentaires américains, en fait, que tu conseilles sur le site, en fait, Yerb, en fait, tu as des rapports qualité prix vraiment excellents. Tu as un choix incroyable et autant j'avais dépensé pas mal d'argent en vitamines, là je trouve que tu peux prendre une belle variété pour des prix tout à fait corrects et qui ça dure longtemps, les quantités sont très bien aussi. Et alors en carnivore, j'aurais plus besoin de prendre tout ça, c'est un peu une habitude. La vitamine D3 bien sûr, maintenant je prends aussi le chrome suite à tes conseils. Magnésium, potassium, pour moi, c'est important, même si on trouve aussi dans la viande, mais bon, je préfère en prendre pour être sûr. Oméga 3, je prends quand même 500 grammes de vitamine C par jour, je vois pas l'intérêt, mais je prends quand même. Et les habitudes dans le vie dur. Et qu'est-ce que je prends encore? Je prends encore de la quercétine, je prends de l'astaxanthine, je prends le précurseur du CoQ10, je ne sais plus le nom maintenant, mais je prends aussi. Et je prends une bonne quinzaine de flacons par soir. Bon, c'est sûrement trop, mais bon, voilà, c'est les habitudes. Pareil, je rappelle, je ne suis pas payé par NoFood ou d'autres laboratoires pour faire la promotion de. C'est juste qu'à un moment donné, les gens m'ont posé des questions sur quels étaient les compléments, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Et Ayerb, en fait, aux États-Unis, qui est une sorte d'Amazon, pour faire simple, du complément alimentaire, où il y a tout, avec des prix défiant toute concurrence, on se retrouve à avoir des vitamines en particulier. Pourquoi NoFood? Parce qu'il y a tout dans les compléments alimentaires. Il y a vraiment de la merde qui est très mal dosée, qui est souvent pas cher. Et puis, il y a des choses qui sont vraiment très, très bonnes. Par exemple, moi, avec les sportifs de niveau, je travaille avec une marque où ils donnent un rapport, où ils certifient qu'il n'y a pas de contamination croisée avec des produits dopants, par exemple. Ça peut être important pour un sportif de niveau. Mais là, ces vitamines-là, elles sont vendues 4-5 fois le même prix, enfin 4 ou 5 fois le prix. Une vitamine D qui va être catégorisée comme ça, le pot, il va être à 50 €, alors que chez nous, elle va être à 8 ou 10, quoi. Voilà. Donc, NoFood, c'était un bon rapport qualité-prix pour ça. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme une sécurité, en fait. Je me dis, j'ai besoin de ces compléments alimentaires. Je pourrais à un moment donné faire un peu des choix dans certains, c'est sûr, mais c'est un peu psychologique aussi. Alors en plus, j'ai toujours dit que je prenais un régime cétogène bien formulé et qu'un régime cétogène bien formulé permettait d'être tenu à vie sans supplément. Ça a toujours été ma vision des choses. Je n'ai pas voulu me transformer en vendeur de pilules, même si on me l'a proposé plein de fois. Maintenant, si on veut faire ça, il faut être très rigoureux. Par exemple, j'ai fait un article sur l'importance du cuivre, parce qu'il y a eu un peu une hérésie avec le zinc il y a 2-3 ans, avec l'épidémie qu'on a connue. Les gens se sont massivement complémentés en zinc, mais ils ont oublié le cuivre, en fait. Et le cuivre dans l'alimentation, en gros, ça va être, pour faire simple, les abats, le foie. Et les gens, ils mangent de moins en moins de foie. Du coup, ils se retrouvaient carencés en cuivre, des apports de cuivre insuffisants. Donc, les gens qui ne mangent pas de foie, par exemple, ils devraient peut-être penser à réfléchir en se disant où est-ce que je vais trouver mon cuivre, et peut-être complémenter, parce qu'ils prennent des niveaux de zinc qui sont certainement trop élevés. Donc, on a, pour faire simple, de la viande musculaire qui va être riche en zinc, on a le foie qui est riche en cuivre. Si on mange les deux, ça s'équilibre, il n'y a pas besoin de suppléments. Voilà. Alors le foie est justement très, très important, c'est une mine de bienfaits, de nutriments. Après, c'est marrant, moi j'ai ressenti ça, je prenais toujours des gros morceaux de 600-700 grammes une fois par semaine, jusqu'au jour où, arrivé à la moitié de mon morceau, je ne pouvais plus, mais vraiment comme un dégoût, en fait, un rejet. Et je pense que j'avais un peu trop forcé là-dessus. Mon corps disait stop, là, c'est trop chargé, en fait. Et depuis, j'en prends quand même moins souvent. Enfin, j'en prends toujours, bien sûr. C'est vraiment très riche, le foie. Il faut bien comprendre, pour moi, je l'appelle une bombe à micronutriments, hein. Le rétinol, par exemple, il y a de la vitamine D, le cuivre en particulier. Il y a plein de micro. C'est vraiment très, très dense et c'est quasiment irremplaçable. Si on ne consomme pas le foie,
Il n'y a pas de remplacement quasiment. Pareil avec la cervelle. La cervelle contient certains micronutriments, certains acides gras, par exemple, qui ne sont pas remplaçables. Si on ne mange pas de cervelle, on a du mal à trouver ça ailleurs. Alors, je sais que pour certains, ça peut sembler dégoûtant, Ça, on j'ai pas mange plus encore que fait, ça, etc. effectivement. Mais nos anciens, ils mangeaient ça régulièrement. Oui, oui, C'était oui. des morceaux pas chers en plus. Bah, mon beau-père, il disait qu'à la ferme, il se bagarrait pour celui qui allait manger la cervelle du lapin, quoi. C'était vraiment armé. Bah voilà. Voilà. Et tu sais, j'ai vu une vidéo de Tim Noakes il n'y a pas longtemps en conférence. C'était une journaliste sud-africaine qui l'interviewait, qui s'est rendue dans toutes les populations ancestrales du monde. Elle a été en Mongolie, elle a été en Amérique du Sud, là, elle allait en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et elle expliquait qu'elle a été dans 2 tribus en Afrique du Sud, carnivores, et ils mangeaient principalement à 80% du babouin. Et en fait, c'était la guerre pour savoir qui c'est qui allait manger la cervelle du babouin qu'ils allaient chasser. Voilà, donc concrètement, on est câblé pour ça. L'être humain, c'est 2,5 millions d'années. La phase agricole, c'est au mieux 15 000 ans, plutôt 10 000. Mais avant, on est des chasseurs, il ne faut pas l'oublier. Et quand on chasse, on ne prend pas juste l'entrecôte ou le faux filet, on prend Ouais, l'animal c'est ça. entier. Voilà. Moi, j'ai une fois mangé un morceau de foie cru, un gros Mhm. morceau, mais j'ai fini tout seul à table. J'ai écœuré tout le monde. Ils sont tous partis en courant. Quelle horreur. Mais bon, c'est bon, le foie cru, c'est vachement bon, quoi. Alors, ça, il y a plusieurs écoles, c'est pareil, entre ceux qui sont carnivores et qui vont cuire leurs aliments, d'autres qui vont passer sur le cru. Moi, je dis attention au cru quand même, parce que on était bien équipés dans le temps. Aujourd'hui, avec notre mode de vie moderne, la dilution de l'acidité gastrique, etc., il faut se méfier, on peut avoir des parasites. La cuisson enlève les risques. Après, des poissons crus ou des viandes crues, faut faire attention. C'est pas chez tout le monde. En particulier, des gens qui auraient des problèmes d'acidité gastrique, par exemple. Ça pourrait être dangereux. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. C'était un bel entretien. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Un petit mot de la fin pour encourager les gens qui hésitent encore au régime cétogène. Alors, j'ai pas dit allez manger du foie cru demain. Si quelqu'un nous écoute, on peut faire une phase intermédiaire du cétogène gentil avec un peu de légumes. Ben, je voulais juste encore faire un mot sur les astuces, par exemple. Oui? C'est vrai qu'on se retrouve parfois en réunion de famille, il y a des pizzas qui passent, ce genre de choses. Disons, la pizza, par exemple, bon, à part la sauce tomate, mais bon, on va pas trop chipoter là-dessus, mais je veux dire, ce qui est Non. sur la pizza, je peux le manger, c'est le fromage, c'est les champignons, c'est pas grave, il y a du jambon, etc. C'est surtout la pâte qui pose problème, en fait. Oui. Bah, moi, ce que je fais, mais bon, je me fais engueuler à chaque fois, mais je prends la pizza, je racle ce qui est dessus et je mange ce qui est dessus. Et souvent, avec ce que j'ai mangé, je me dis heureusement que je n'ai pas mangé la pâte parce que c'est déjà assez copieux comme ça. Dans notre région, on mange pas mal de quiche Lorraine, ben là c'est pareil, ben je racle, je laisse la pâte et je mange. Ça choque juste certaines personnes, disons, qui trouvent ça pas poli, par exemple, de ne pas manger la pâte, À d'enlever la la limite, pâte. tu pourrais presque te dire aux gens que tu es allergique ou intolérant au Oui, gluten, voilà, tu vois, ça tout à fait. va tout seul. Ouais. Parfois au restaurant, c'est mon épouse qui me souffle, je dis que tu es allergique au Voilà. gluten, ce genre de choses, quoi. Bah, là, on était au restaurant ce week-end, par exemple, et c'est pas facile. Souvent, j'abandonne, je ne demande pas de frites, des salades, la salade, etc. Là, il y avait un burger. J'ai dit, je ne mange pas le pain, je ne mange pas les frites. Est-ce que vous pouvez mettre 2 morceaux de burger, enfin deux Ouais. steaks hachés, à la place? Mais bon, ça généralement, ils ont du mal, ils n'aiment pas. Apparemment, c'est cher la viande, etc. Et donc, il m'a apporté un morceau de steak haché avec un fromage fondu au-dessus et une montagne de salade. Mais vraiment, en plus, une salade pas terrible, pas très bien assaisonnée. Et bon, c'était sympa parce qu'après, ils ont fait le tarif du menu enfant, ils l'ont facturé à 12 euros le 19, donc c'était quand même sympa. Mais Mais une on a fois, tous des astuces comme ça où on s'est débrouillé dans des coins un peu compliqués ou dans des situations un peu compliquées. Euh, voilà. Ou il y a aussi une solution, c'est quand on sait que là où on va aller, on va quasiment pas pouvoir manger, bah, c'est presque de pré-manger avant de partir, hein. Comme ça, tu sais que tu n'es pas affamé en oui, arrivant à pour pas table. que tu grignotes ou n'importe. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Exactement, ouais. Bah, au restaurant, finalement, le plus simple, c'est les buffets, en fait. Parce que là, tu Mhm. vas prendre que de la viande, ou fromage, ou rester là-dessus, quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de problème dans les restaurants. Peut-être les Chinois où Oui, il y a c'est des sûr, parce que sauces ou des c'est choses même marinées avec beaucoup de le sucre. riz, ouais, ouais, Voilà. Et les Japonais, ça pose déjà moins de problèmes parce qu'on peut avoir des poissons crus. Les Italiens, il y a toujours une solution. Il y a une escalope milanaise. Tu prends pas les pâtes, tu prends une salade ou des choses comme ça. Après, tout ce qui est grill, viande, bah, il n'y a pas de problème. Les
Oui, ici, on a des chaînes de burgers où il n'y a aucun problème pour avoir juste la viande et le fromage, hein. Ça se fait facilement ici, aux États-Unis. Ah oui, Et on a même des burgers où ils enveloppent avec des feuilles de salade, tu sais. bah, Mais au Burger King, tu peux demander sans le bun, en fait. bah voilà. Ouais, Ouais. ça Aux peut aller. États-Unis, ça c'est courant. Mais je sais qu'en France, ça coûte toujours un peu en retard. Donc, Je sais mais il qu'une y a fois, toujours une solution. en vacances aussi, dans un restaurant, il y avait, c'était enfin, c'était de l'onglet de bœuf, en fait, je crois à 18 €. Et tu avais frites, salade, et j'avais négocié en. J'étais très, très fier de moi parce que j'avais essayé de négocier. Ils étaient OK pour mettre 2 morceaux de viande cette fois-ci. Et sauf que j'avais pas négocié le prix. Et du coup, ils ont fait deux fois 18 €. Alors qu'il n'y avait pas de frites, salade, mais ça faisait un peu cher quand même, quoi. Mais bon. Bah, c'est clair, quand tu regardes le prix de la pomme de terre comparé au prix de la viande, la patate, ça vaut rien. C'est ça le problème. C'est Mhm. que les glucides, ils valent vraiment pas cher. Ça vaut Ouais. rien, les glucides. Et à côté, c'est toujours les protéines qui valent cher. Bah, quand tu vois C'est des ça. gens qui mangent des méga sandwichs après la moitié de la baguette, je veux dire, tu manges que du pain. Ouais. Si tu as les ingrédients, Oui. juste le jambon dans l'assiette et le pain à côté, tu n'aurais jamais mangé autant de pain. Et le pain, ça va Oui. caler, donc tu as l'impression que tu as bien mangé, mais une heure après, tu as de nouveau faim, tu as une hypoglycémie, et c'est. Exactement. Non, c'est une catastrophe là-dessus. Oui, donc, en conclusion, qu'est-ce que tu voudrais dire éventuellement aux gens qui nous regardent, qui hésitent, au moins à passer en keto? Après, avec le temps, ils passeront probablement, avec les années, Ah, peut-être à une alimentation plus carnée. Mais ouais, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? je peux que conseiller par mon expérience en fait de 5 ans et demi, je peux que conseiller. Il faut pas avoir peur de passer en cétogène. On peut, pour moi, que être content. En fait, tu es bien au quotidien, mais tu t'en rends même pas compte en fait. C'est le jour où tu prends un truc qui te fait un peu sortir, ou un rush d'insuline. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait la bêtise de manger une tablette de chocolat qui n'était pas 100%. Ça devait être du 70%. Je voulais une tablette avec des noisettes dedans. Pour trouver, alors j'allais chercher pendant très longtemps, j'ai enfin trouvé un truc, on était à 30 grammes. C'était affiché 30 grammes de glucides. C'était pas prévu, j'ai mangé toute la tablette. Et j'ai mangé en 5 minutes, quoi. Ouais, avec un kéfir, mais bon, voilà. Et j'avais besoin à ce moment-là, peut-être un peu plus de réconfort, de manger un aliment qui fait plaisir, tu vois, un truc comme ça. Mais clairement, le fait de manger ces 30 grammes en 5 minutes, j'ai j'ai senti qu'effectivement, je sortais de la. Enfin, ça faisait bizarre, j'avais pas mal au ventre, mais comme un problème de digestion. J'étais comme un peu perturbé, la vision qui se troublait un petit peu. Enfin, j'exagère un peu, mais je sentais quelque chose qui n'était pas. Et tu as juste envie de revenir en cétose, en fait. Je trouve que la cétose, c'est l'absence. Tu es très bien, mais tu t'en rends pas compte, en fait. C'est l'absence de symptômes, tu es juste bien. Et c'est le jour où tu l'es un peu moins, tu dis, oh maintenant je suis con, c'était trop bien, il faut que je revienne là-dedans. Et voilà, c'est vraiment, tu te sens bien au quotidien. Et quand tu es en cétose, pour moi, tu le restes parce qu'il n'y a pas de. Voilà, pour moi, il n'y a vraiment que des avantages, en fait, à tous les niveaux, quoi. Mais ce que tu dis, en fait, c'est un vrai problème de société, et tu mets le doigt vraiment là où ça fait mal, c'est que les gens ont accepté un état métabolique malsain comme la norme. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir mal au crâne 2, 3 fois par semaine, toutes les semaines. C'est normal d'être en surpoids. C'est normal à 70 ans de faire une maladie neurodégénérative. C'est normal à 60 ans de faire un cancer. C'est normal de faire de l'hypertension. C'est normal de faire un diabète de type 2 à 60 ans. C'est la maladie des vieux. Tout ça, en fait, c'est accepté, mais c'est faux. C'est-à-dire tout ça, c'est pas normal. Et donc le régime cétogène, comme il évacue tout ça, eh ben, on se rend compte en fait que, moi je dis souvent, définissons la santé. C'est quoi la santé? Bah, c'est l'absence de maladie, c'est l'absence de problème, tout va bien. Bah, Et aujourd'hui, en étant en cétose, effectivement, statistiquement, il n'y a pas de risque zéro, mais en tout cas, tu élimines beaucoup de maladies mmh, cardiaques, cancer, mmh. Parkinson, etc. Toutes les grosses maladies, tu prends les 5 premières causes de mortalité en France, tout ça, tu peux les rayer, effectivement, et tu peux envisager, disons, de vieillir correctement, de faire des projets, des choses, etc. C'est quand même fabuleux, quoi. Mais en plus, toute la littérature scientifique vient appuyer ce que tu dis maintenant. Tu vois, aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel hôpital aux urgences, tu vas chez un médecin, on détecte des corps cétoniques chez toi, on te dit, mais monsieur, vous êtes d'un état métabolique qui n'est pas normal. Sauf que c'est exactement l'inverse. En fait, la littérature scientifique nous explique que c'est de ne pas être en cétose qui est anormal. Parce que C'est tous ça. les bienfaits de la cétose, c'est-à-dire ne serait-ce que le signal que le corps cétonique envoie un peu partout, réoriente tout. Tout est différent. Le glucagon, l'insuline, toutes les hormones de croissance, testostérone,
tout est différent chez quelqu'un qui est en régime cétogène. Et c'est cet état-là qui est normal. Pourquoi? Parce que la cétose accompagne l'humanité depuis 2,5 millions d'années. Ce n'est que récemment qu'on en est sorti. Et c'est en sortant de ça qu'on se dit c'est ça l'état normal. Parce que 99% des gens ne sont pas en cétose aujourd'hui. Et c'est l'état normal. Mais quand on se rapproche de la littérature scientifique, on se rend compte que c'est de ne pas être en cétose qui est anormal. Ouais. Voilà. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Martial. Je voudrais juste ajouter un mot de la fin. Cette série-là, on est sur l'épisode numéro 5. J'ai prévu de lancer au moins 100 portraits du régime cétogène. Il va y avoir monsieur et madame tout le monde, les utilisateurs du régime cétogène. Il va y avoir des médecins, des chercheurs, des sportifs, des entrepreneurs. Donner la parole à tout le monde dans le régime cétogène. Nous sommes vraiment sous une censure historique. Je ne pense pas que cette chaîne YouTube tienne très longtemps. Donc, j'ai besoin vraiment de la complicité de tout le monde pour diffuser au maximum ces informations, au maximum ces vidéos, sachant que chaque vidéo qui va être censurée, elle aura une backup sur notre site directement. Donc, la seule façon d'être tenu au courant, abonnez-vous à notre newsletter, itfattobefit.com. Vous recevrez notre guide de démarrage gratuit et on ne perdra pas le fil avec vous parce que le jour où cette chaîne disparaît, hop, on est effacé. Je voyais encore une vidéo de Guy Tenenbaum aujourd'hui qui travaille sur le conseil à le régime cétogène. Il a eu 20 vidéos d'effacées, des vidéos qui étaient de 2019, 2018. En claquant des doigts comme ça disparaît. Donc, je ne me fais aucune illusion sur la durabilité de cette série et de cette chaîne. Donc, je vais publier une vidéo par jour, sans portrait. Si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous à la newsletter de notre site et surtout partagez au maximum ces informations. C'est pour nous une forme de lutte. C'est un barreau d'honneur pour lutter contre les fake news, pour lutter contre la désinformation. Aujourd'hui, on a des articles qui sont à charge contre le régime cétogène qui reposent sur rien, c'est du mensonge. On a l'avantage d'avoir un régime cétogène qui a 102 ans de science derrière nous. C'est sérieux. On peut argumenter, on peut amener des preuves. Il faut que ça se sache. Et cette série participe à ça. Je te remercie beaucoup, Martial. Merci à toi. À bientôt, À bientôt. pour la cassure du plateau. Avec plaisir, tout à fait. À bientôt. À bientôt.